Bonjour à tous mes amis professionnels, nomades, expatriés, professionnels de la finance et des affaires. Aujourd'hui, je vais vous montrer la plateforme que j'utilise, la plateforme financière la plus avancée que je connaisse. Je vous en ai beaucoup parlé, mais je ne vous l'ai jamais montré. Et donc nous y sommes. Alors tout d'abord, je suis obligé de faire un disclaimer. Ce qu'on va regarder sur la plateforme n'est évidemment pas un conseil en investissement. C'est juste à titre d'exemple. Je suis un professionnel expert comptable, professionnel de la finance, et je peux donc vous dire en toute transparence et confiance que ce software, ce logiciel a un grade de professionnel. Ça, c'est la première chose. Vous pouvez vous créer un compte gratuit. Je vais utiliser le compte gratuit pour cet exemple, donc vous n'avez pas besoin de payer. Après, si vous voulez aller plus loin, vous avez un lien dans ma description qui vous permet d'obtenir un discount de 20% sur les abonnements payants. Mais on va regarder juste ce que vous pouvez avoir juste en vous créant un compte gratuit, sans limitation, sans d'essai ou quoi que ce soit. C'est juste la version gratuite indéfiniment. Alors moi, je l'utilise pour le travail, notamment tout ce qui est gestion de patrimoine. C'est quelque chose, comme je vais vous montrer, qui est extrêmement poussé. Alors malheureusement, il y a la barrière de la langue. Il va falloir avoir un anglais assez élevé, ou disons, vous pouvez utiliser ce software donc qui est sur Internet, hein, vous n'avez pas besoin de l'installer, mais l'utilisation de ce software mérite quand même, ou vous avez besoin d'une certaine capacité ou de compréhension de ce qui est la finance en général, la comptabilité, tout ça, pour vraiment tirer profit au maximum. Alors je vais juste vous donner une espèce d'overview des différentes pages que vous pouvez y trouver, encore une fois avec la version gratuite. Et je pense qu'au fur et à mesure, vous allez commencer à découvrir, je vous invite, c'est pour ça, à regarder jusqu'à la fin, parce que vous allez vraiment pouvoir découvrir comment vous pouvez l'utiliser à titre individuel et prendre ce qui vous plaît et laisser ce qui vous plaît pas. Donc la première page, nous y sommes, c'est Today's Markets, ils appellent ça. Donc c'est un espèce de petit dashboard de plusieurs choses qui est très utile, parce qu'il vous donne une espèce de vue holistique sur ce qui se passe maintenant sur les marchés financiers dans le monde. Donc vous pouvez, déjà vous avez ce chart au milieu, vous pouvez choisir du tout la time frame que vous voulez. Là par exemple j'ai choisi sur ce petit onglet, il y a les marchés américains. Donc on a les grands groupes des marchés américains, le Nasdaq 100, le S&P 500, le Dow Jones et le Russell 2000. Donc en gros c'est par market cap, hein, par capitalisation. On peut avoir une petite vue rapide sur le VIX, hein, le VIX qui est l'index de volatilité. Donc là on peut voir qu'il est plutôt à son niveau très bas, donc ce qui signifie que la volatilité est plutôt faible en ce moment. Donc voilà, comme je disais, c'est un outil, vous pouvez vraiment l'ouvrir de temps en temps et puis avoir une vision très rapide de ce qui se passe un peu partout sur les marchés. Donc moi par exemple je vérifie souvent le VIX pour savoir si par exemple quand vous avez des grands pics, hein, si je par exemple mets à 10 ans, on peut voir les événements marquants sur les marchés financiers. Quand il y a de la volatilité, ça change tout le jeu, hein, évidemment. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Petite vision sur les secteurs différents aux US. Donc, ce sont des représentations des ETF américains de BlackRock. Hein. Peut-être pas de BlackRock, ceux-là, pardon. Mais bon, ce sont des ETF qui traquent les différents secteurs. Donc voilà, on peut avoir une petite vision court terme, short terme, qu'est-ce qui s'est passé les 3 derniers mois, et on voit la performance de chaque secteur. On a une petite partie fixed income, donc tout ce qui est bons de trésor. Là par exemple on a les bons de trésor publics du gouvernement et les bonds des entreprises, hein. On a une partie global yields sur les rendements, les taux d'intérêt de chaque pays. Avec d'ailleurs, on va voir plus tard, il y a toute une partie courbe de rendement et tout qui est absolument géniale. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur la droite?
les grandes paires de monnaie. Voilà. On a des dimensions marché développé, marché émergent et marché frontier. On a une petite partie les marchés développés. On a une petite partie marché émergent. Voilà, si je remets à peut-être 6 mois. Et les matières premières. Mais il faut que j'avance parce qu'il y a énormément de choses à couvrir. Ensuite, vous avez une partie news. Bon, sur la version gratuite, c'est pas vraiment dispo, mais vous pouvez avoir tout un tas de filtres de news que vous pouvez customiser à fond, par exemple sur la France uniquement. On a ensuite une partie market movers. Donc là, c'est un scatter plot qu'ils appellent, où vous pouvez justement voir ce qui a bougé pendant la journée et de manière visuelle. Vous pouvez choisir justement soit le S&P 500 ou d'autres indices, mais vous pouvez créer votre propre indice, vous pouvez aller créer votre propre liste d'actions pour les représenter ici, et vous pouvez les montrer, par exemple la market, à l'heure où je vous parle, je crois que le marché vient juste de fermer aux États-Unis, mais en gros vous pouvez faire pre-market, donc c'est juste avant l'ouverture, et post-market juste après l'ouverture. Vous pouvez aussi, donc là je suis sur le S&P 500 filtré par secteur. Donc par exemple si je prends les secteurs financiers, voilà, ce qui vous permet de vraiment voir ce qui se passe à ce jour sur les marchés. Ensuite on a la partie watchlist, donc c'est là où vous allez créer vos propres watchlists. Donc par exemple là j'ai mis Coca-Cola à titre d'exemple, mais par exemple je pourrais mettre d'autres Tesla. Voilà, je les ajoute sur ma watchlist. Peut-être BeBuy, Best Buy, T2. Juste à titre d'exemple, mais voilà, je peux alimenter une espèce de liste. Et on va voir plus tard comment je crée mes colonnes et je mets mes variables pour justement avoir l'information qui je trouve personnellement pertinente. Je peux faire des groupes. Donc là, je pourrais par exemple nommer ce groupe US Equities. Voilà, je peux les grouper de manière industrie, catégorie ou des custom groups, ce que je viens de faire ici. Je peux créer plusieurs watchlist, plusieurs listes à l'infini. Bon, alors sur le compte gratuit, vous avez le droit que 2. Mais admettons, vous pouvez faire 20 listes. Par exemple, liste pour les sociétés australiennes, les sociétés européennes, mon PEA, mon compte titre, etc. etc. Ou plusieurs stratégies. Enfin, vraiment, les possibilités sont infinies. Et vous pouvez ensuite créer des colonnes. Donc là, les variables que vous pouvez trouver sont absolument dingues. Donc là, vous avez les variables populaires, mais vous pouvez vraiment aller chercher très très loin. Hein, si on se met sur equity ou sur les financials, donc les comptes, voilà, sur le compte de résultats, voilà toutes les toutes les metrics, hein, les unités que vous pouvez aller chercher, les dividendes par share, et vous voyez, c'est absolument gigantesque, incroyable le nombre d'informations, de données financières qu'on peut aller chercher et qu'on peut aller manipuler, qu'on peut aller représenter, qu'on peut aller comparer entre sociétés, présenter visuellement ou sous forme de tableau. Vraiment, je suis absolument fou. C'est un espèce de trou du lapin, ce software, parce que tu y passes des heures et ensuite des semaines et des mois. C'est absolument génial. Donc voilà la partie watchlist. Vous créez plusieurs watchlists. Là, par exemple, ce tableau, cette présentation de tableau avec les variables que j'ai choisies, ça, je l'ai créé. Ça s'appelle une table view. Donc là, watchlist view, vous pouvez en créer plusieurs. Donc par exemple, tu vois, je peux changer. J'en ai fait une autre, financial ratios, avec notre set de données financières avec mes watchlists. Donc là, par exemple, ça, j'en veux plus, je peux les enlever. On va les supprimer. Tac. Yes. Boom. OK. Ensuite, le screener. Là aussi, absolument incroyable. Donc là, c'est là où vous faites une recherche de produits financiers. Alors, comment ça marche? Vous créez un critère, donc vous pouvez avoir 2 screeners max sur le compte
gratuit, mais vous pouvez en avoir à l'infini sur les abonnements payants. En gros, on choisit un univers. Donc là, par exemple, je me suis mis sur l'Australie, mais je pourrais choisir n'importe quel pays. Si on va sur, par exemple, on va chercher la France. Voilà. Alors, attends. D'abord, il faut que je désélectionne l'Australie et ensuite je mets la France. Donc sur la France, nous avons un univers de à peu près 800 sécurités financières. On va se mettre sur le secteur financier, oui. Mais on pourrait changer, par exemple industriel. On a un résultat de 129 entrées. On va mettre, là j'ai mis une capitalisation d'au-dessus de 1 milliard, parce que c'est là où il y a la plus de données. Après, quand c'est en dessous, on parle de microcap, et là les données sont moins disponibles, on va dire. Et on clique Save. Et alors attends, si je reviens sur le Modify Criteria, en fait, faut que je vous montre tout ce qui est possible. Vous pouvez ajouter, par exemple, la description. Si vous recherchez une entreprise française qui fait des jouets, par exemple, vous pouvez aller taper description et taper le mot jouet, et peut-être qu'il y aura des résultats. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'endroit, la bourse en question, les constituants de l'ETF. Et là, après, c'est là où vous pouvez vraiment filtrer à mort. Et donc, c'est les mêmes données que je vous avais montrées tout à l'heure sur la watchlist. On peut aller chercher n'importe quelle variable et filtrer. Je veux trouver les sociétés qui ont une augmentation de leur profit de entre 15 et 20%. C'est possible. C'est absolument incroyable à quel point vous pouvez aller filtrer et aller scanner les marchés financiers du monde. Incroyable. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup ces filtres, le PE, le Price per Earnings, le chiffre d'affaires estimé pour les années futures. Donc voilà, par exemple, je pourrais faire un filtre. Je veux avoir des sociétés américaines qui ont un revenu futur, un chiffre d'affaires futur supérieur à 30%. Et pas moi. Je veux pas voir les autres. Et ça va me le sortir. Et donc, voilà, le screen absolument génial. Vous pouvez sélectionner aussi plusieurs pays. Donc, si vous voulez représenter, par exemple, vous avez un PEA et vous pouvez que acheter des instruments financiers en Europe, vous pouvez, par exemple, filtrer pour tous les pays européens et vous faire un screen Europe. Et là, encore une fois, rebelote, vous pouvez vous créer vos propres colonnes et afficher toutes les variables qui vous parlent le plus. Donc, je pense que je ne peux pas tout expliquer en une seule vidéo pourquoi j'ai choisi ces colonnes en particulier, parce qu'elles ont toutes une raison spécifique d'être là. Et je pense que je pourrais faire une vidéo séparée pour mieux vous expliquer. Mais en gros, ça me permet là on a pris les sociétés d'industriels en France. Nous avons les tickers sur la gauche, nous avons les résultats les prochains résultats qui seront publiés. Donc quand il y a un petit point d'interrogation, c'est que c'est pas trop sûr, mais quand il y a un petit tic, c'est que c'est confirmé que ce sera la date. Par exemple là, Legrand et ça, nous aurons les résultats en pre-market avant l'ouverture le 7 novembre, le jeudi 7 novembre. Et donc c'est une information cruciale parce que ça permet de justement savoir, on a un catalyste pour savoir quand est-ce que le prix de l'action pourrait potentiellement bouger massivement à la publication de ces résultats, soit à la hausse, soit à la baisse, et prendre ça en considération en amont, évidemment. Ensuite, nous avons le PI, le PI 0, c'est-à-dire le PI 0, c'est le price per earnings, donc le prix de l'action divisé par les bénéfices par action de l'année passée, parce que les états financiers sont latents, donc on a les états financiers de 2023, donc quand on parle de bénéfices par action, de EPS, EPS, que vous pouvez voir ici, Earnings per Share, c'est le bénéfice par action. On prend les profits de l'entreprise, on le divise par le nombre de l'action, ça nous donne les bénéfices par action. Eh bien, ce chiffre, il est latent, il est de l'année dernière, parce que les comptes, ils sont publiés après coup. Ce qui se passe, c'est que vous avez une armée d'analystes financiers de Wall Street qui vont
analyser chaque société, qui vont faire des forecasts et qui vont donner des indications de ce que seraient les profits futurs. Ils vont faire des prévisions et ils vont donner, on pense que l'EPS de Legrand SA sera de temps pour l'année 2024. Et donc c'est pour ça que j'arrive à avoir le PI 1 qui est donc PI 0 c'est le PI de l'année 2023, PI 1 c'est de l'année en cours, donc l'année 2024, PI 2 c'est l'année de 2025, PI 3 c'est l'année de 2026. Et comme vous pouvez le voir, le PI passe de 26 à 21 à 20 à 19, il est descendant parce que les analystes forecast prévisionnent une hausse des profits chaque année, et donc le prix est constant sur la fraction là. Le PI, le price est en haut et le I c'est les profits en bas de la fraction. Et donc si le dénominateur en dessous il augmente à chaque fois, eh bien le montant du PI descend. Et c'est pour ça vous avez la croissance des profits, des EPS, des bénéfices par action sur la droite ici prévisionnée, qui est croissante, qui est positive. Enfin bref, je pars dans des trous du lapin dans tous les sens. Vous me comprenez. C'est absolument magique parce que du coup là je peux tout filtrer. Je peux dire ok, je veux filtrer par PI 2. Voilà, pour l'année 2025, je veux voir qui a un PI le plus élevé. Évidemment, le PI, ça implique énormément de choses. Un PI tout seul, ça veut rien dire. Mais c'est hyper utile quand on essaie de justement comparer plusieurs actions. Pourquoi un PI est super élevé pour une action? Et donc pourquoi, là par exemple, vous avez la société Getlink SE, donc qui est listée sur la bourse de Paris, elle a un PI de 39, alors que une société comme Eiffage, elle a un PI de 7. Donc le prix de l'action de Eiffage, il est 7 fois le prix de le montant de ses profits. Alors que cette société Getlink SE, le prix de l'action, il est de 39 fois le montant de ses profits. Pourquoi il y a une telle différence entre ces deux sociétés, en sachant qu'elles sont tradées, elles sont disponibles sur le marché chaque jour. Les gens achètent et vendent chaque jour sur le marché et ils sont tout à fait d'accord avec le fait que Eiffage est à 7, un PI de 7 et Getlink SE est à un PI de 39. Et donc les classiques à la Warren Buffett vous diront que eh bien, ça, c'est trop cher, et ça, il y a une opportunité d'acheter. Mais je ne suis pas d'accord avec ce fait. Il y a des raisons. C'est quand vous allez au supermarché et que vous achetez une bouteille de vin, vous avez le choix entre une bouteille à 2 euros, une bouteille à 15 euros et une bouteille à 150 euros. À votre avis, laquelle est la bouteille avec un élixir divin? C'est probablement celle la plus chère. Le prix d'une action et le prix de quelque chose, en général, est un signe de qualité. Pas toujours, mais en général, oui. Donc, ce dashboard, cet outil Coifin, il me permet d'économiser des heures dans mon temps, des semaines de travail en quelques clics. Je peux récupérer toute l'information qui m'est pertinente et je peux filtrer, brasser la data très rapidement. Bref, je continue parce que sinon je vais pas m'arrêter. On a beaucoup de choses à couvrir. Donc ça, c'est le screener. Ensuite, on a toute une partie portfolio. Si vous êtes un CIF, un conseiller en investissement financier, vous pouvez utiliser ces outils. Bon, c'est pas disponible sur le compte gratuit. Ensuite, vous pouvez créer vos propres dashboards. Donc là, par exemple, j'ai créé un un dashboard à titre d'exemple où je me suis pris. Donc en fait, c'est vous qui créez ces petites cases comme ça. Ce que j'ai fait une watchlist avec des informations sur les imports australiens. Et comme ça, je les représente graphiquement en dessous. Et par exemple, je pourrais faire les imports australiens de métaux, les imports australiens de métaux. Là, on va mettre textile. Et je peux comparer. Je peux mettre peut-être une comparaison entre les imports de métaux et les exports de métaux en Australie et voir ce qui se passe au niveau de l'activité avec le temps. Pareil, là, j'ai fait un autre
euh, graphique qui représente du coup cette fois la performance en pourcentage. Et je peux alimenter, en fait, vous pouvez alimenter grâce à la recherche de sécurité ici. Vous pouvez faire une security search et là vous pouvez searcher, par exemple, juste si on met par exemple economic pour faire une recherche avancée. Et on va se mettre sur l'Australie. Voilà. Et là je tape par exemple import. Et vous avez une 8 pages comme ça. Avec des points de données qui sont pris du site Trading Economics. Ça aussi, c'est l'autre chose que je voulais dire. Comment on peut faire confiance aux données financières et économiques du site? Eh bien, les données économiques sont prises sur Trading Economics. Vous connaissez probablement ce site. Ils ont une API avec Trading Economics. Et Trading Economics, je l'utilise depuis longtemps aussi, et celui-là, il est très bien parce que les données de Trading Economics, ils vont aller les chercher aussi avec des API, des manières assez créatives, sur les sites officiels des gouvernements concernés qui publient donc tous les sites de statistiques gouvernementaux. Donc, par exemple, en France, il y a beaucoup de choses de l'INSEE, il y a beaucoup de choses de Eurostat. Donc, c'est de la data que vous retrouvez sur Bloomberg aussi, en fait. Et la data financière. Alors la data financière, ils la prennent d'une société qui s'appelle S&P Global ou Capital IQ. Et S&P Global, c'est une société très très renommée aux États-Unis de données financières que j'utilisais même avant Codefin pour les rapports économiques qu'ils publient, notamment au niveau des PMI. Ils publient des rapports pour les marchés sur l'activité économique mensuelle de chaque région. C'est absolument fascinant. Donc oui, vous pouvez absolument avoir confiance dans la data économique. Elle est très très robuste. Revenons à nos moutons. Vous pouvez faire des dashboards. Vous avez des dashboards pré-remplis. Vous avez des dashboards préfaits. Donc là, par exemple, attendez, c'est un peu bizarre, mais en gros, on est parti sur World Equity Indices, donc les index mondiaux. Vous avez ce petit dashboard, vous pouvez pas le modifier, mais c'est à vous de jouer avec. Donc par exemple, tous les indices américains, on a les indices européens, ce qui vous permet d'avoir une vision de la performance en un coup d'œil rapide, voilà, sur 3 ans, sur les 6 derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé. Les Middle East, East Africa, l'Asie-Pacifique, ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les secteurs américains. Donc là, on a les grands secteurs et on a les industries. Donc tout ce qui est les REITs. Les REITs, c'est les Real Estate Investment Trust. Ce sont des véhicules d'immobilier. Voilà, les banques régionales, locales, biotech, internet, agriculture, software. On a des ETF par pays, donc c'est ça que je vous disais, c'est des ETF BlackRock. Pas forcément disponibles aux Européens, j'ai essayé d'en acheter, j'ai eu des problèmes. Vous pouvez pas vraiment acheter des ETF BlackRock, mais vous avez des équivalents Amundi ou des ETF européens qui représentent des pays comme ça. Et cette liste n'est pas exhaustive, hein, vous en avez beaucoup plus en réalité. Mais voilà, on a des groupings par exemple, les pays aux Amériques. On a plein de pays en Europe. Encore une fois, vous pouvez étaler la période de temps que vous voulez. Donc là, ça met un petit peu de temps à chercher parce que il y en a un sacré paquet. Mais on va avoir le graphique qui devrait arriver bientôt. Si je réduis la timeline. Non, il ne peut pas. J'ai l'ordinateur un petit peu lent, je m'excuse. Ce ne sera pas le cas pour vous. Mais bon, tant pis. Asie-Pacifique. Attendez, je vais essayer de rafraîchir.
je pense que vous commencez à comprendre mon enthousiasme pour cet outil. C'est quelque chose qui n'était pas disponible aux investisseurs particuliers jusqu'à maintenant. Donc c'est très très positif, je trouve, qu'on ait désormais accès à des outils comme ça. C'était inévitable, hein, évidemment, mais c'est vraiment appréciable. Ce dashboard Factor Analysis, c'est une autre dimension de regarder au marché. C'est-à-dire que c'est pas la dimension géographique. Là, c'est plus les facteurs, c'est-à-dire les small cap, big cap, value, momentum, les sociétés growth. On a aussi les spin-off, les buybacks, tout ce qui est quality au niveau du bilan. Donc c'est une autre façon justement de regarder son portefeuille, de regarder ses investissements et ce qui se passe dans les 6 derniers mois au niveau des facteurs. Nous avons les rendements internationaux, donc tout ce qui est les taux d'intérêt ou la courbe de rendement en fait, avec une matrix avec les pays concernés. Donc là aussi, la liste est absolument immense. Par exemple, en France, nous avons les taux d'intérêt français. Donc pour ceux qui ne comprennent pas trop, je vais essayer d'expliquer un peu, mal expliquer. Mais en gros, chaque bon de trésorerie a un taux d'intérêt en fonction de sa maturité. Donc là, les bons de trésorerie de la France de 1 an, ils sont à 2,8%. Donc vous pouvez acheter un bon de trésorerie, ça va vous payer un rendement de 2,8%. Et à la fin de cette année, le gouvernement français vous rendra votre mise de départ sur le bon de trésorerie. Alors évidemment, si vous achetez un bon de trésorerie de 30 ans, vous allez récupérer votre argent initial, votre principal, seulement après 30 ans. Donc vous allez probablement demander un taux de rendement plus élevé que 1 an. Et donc c'est pour ça que vous avez un taux d'intérêt de 1 an à 2,8% et le taux à 30 ans de 3,5%. Alors pourquoi ça bouge comme ça ? Les taux d'intérêt, en fait, ces bons de trésorerie, ils sont disponibles sur les marchés. Et vu que les investisseurs, les marchés financiers, les vendent et les achètent tous les jours, eh bien, ça fait bouger le prix des taux de rendement aussi. Donc c'est pour ça que ça évolue et c'est dynamique. Et c'est une partie des marchés financiers que la majorité des gens ne connaissent pas et pourtant qui est beaucoup plus grande que le marché des actions. Et comme vous pouvez le voir, cet outil, il vous offre toute cette partie-là aussi si vous êtes un professionnel. C'est absolument gigantesque, c'est incroyable. On a une partie sur les IPO récentes. Donc là, c'est les IPO aux États-Unis. Hein. On a une partie sur les devises. Les monnaies avec une matrix ici. On a toutes les devises possibles, imaginables. Le réal brésilien. On a une partie sur les World Economics. C'est un peu light, je trouve. Mais bon, on a les basiques, on a les bases. Vous pouvez filtrer, par exemple, taux d'inflation, les retail sales, le unemployment, le chômage, le taux de population. Évidemment, Chine, Inde, la zone euro et plus de population que les États-Unis. Et l'Indonésie en 4e. Personne ne parle de l'Indonésie. J'avais fait plusieurs vidéos sur l'Indonésie. Regardez ça, le taux de croissance du PIB de 5%. Taux d'inflation de 2%. Ça, c'est la target de la Banque Centrale Européenne, non ? Des ventes de détail à 4-5%. 278 000 de population, 278 millions. On a une partie des matières premières, voilà, tout ce qui est énergie fossile, gaz naturel, charbon, les métaux, l'or, l'argent, le cuivre, l'acier, tout ce qui est agriculture, le soja, le blé, le maïs, les animaux, etc. La partie corporate credit, donc je parlais des bons de trésorerie des gouvernements. Vous avez des bons de trésorerie
des sociétés aussi. Par exemple, Apple émet des bons de trésorerie. Apple, ils sont légèrement plus élevés justement que des gouvernements, comme vous pouvez le voir ici, parce que justement, un gouvernement a très très peu de chances qu'il fasse faillite, alors qu'une société a un petit peu plus de chances quand même. Mais bon, encore une fois, Apple a très très peu de chances de faire faillite, donc ce sont des bons de trésorerie avec très peu de risques. Et ils sont groupés par grade, hein, c'est les sociétés comme Fitch Ratings ou Standard & Poor's qui font ces méthodes de notation. On a des facteurs fixed income. Encore une fois, je parle des bons de trésorerie ici. Je vous invite à aller regarder tout ça. Et on a les spreads des rendements. Donc là, par exemple, sur la courbe de rendement, ils font, par exemple, sur l'Australie, vous avez 30 year versus 10 year. En gros, ils font le taux de rendement de 30 ans moins le taux de rendement de 10 ans. Et ils font une représentation graphique. C'est une autre manière de regarder la courbe de rendement. Une courbe de rendement, vous avez probablement déjà entendu parler dans vos cours, hein, de la courbe de rendement inversée, qui est on va dire, une espèce d'alarme de récession. Hein, quand la courbe de rendement s'inverse, quand les taux de rendement à long terme sont en dessous des taux de rendement à court terme, ça veut dire que tout se barre en vrille en fait. et on peut voir, bon, c'est pas qu'en Australie, hein, c'est partout dans le monde. Depuis les 2 dernières années, on est dans une courbe de rendement inversée. Bon, ça veut pas dire qu'il y aura une récession, hein, on verra ce qui se passera, mais effectivement, c'est quelque chose de fascinant et qu'on peut monitorer justement avec un software comme ça. Après, on a quoi d'autre? On a une partie analyse, on a un earnings calendar. Donc, comme je disais, les sociétés publient leurs résultats par trimestre aux États-Unis. En Europe, c'est plus par semestre. Et vous pouvez voir justement ces infos sur cette partie. À ce moment-là, je crois que mon ordinateur, ça y est, il plante complètement parce que j'enregistre la vidéo en même temps. Donc je pense que je vais faire une pause là parce que de toute manière, il y a trop à couvrir. Mais ça vous donne une idée un petit peu de ce qui se passe. Je vais essayer de faire une deuxième partie justement parce qu'on n'a même pas parlé des états financiers, de comment on accède à l'information au titre de l'action individuelle du coup. Quand vous avez une société individuelle, il y a toute une partie absolument gigantesque qu'on peut trouver. Donc voilà, je perds ma voix, donc je vais vous laisser, mes amis. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Je vais essayer de faire une deuxième partie. Merci.